Dans Marseille, le drame du bombardement du 27 mai avec ses 1750 victimes et le ravage de la cité restent dans toutes les mémoires. Et à la peur permanente des déluges de bombes alliées très imprécis sur les positions allemandes s'ajoute celle d'un manque cruel de nourriture. Mais dès le début de l'été 1944, la menace principale devient la répression nazie. Pendant l'été, les rafles et les arrestations se multiplient pour décapiter les réseaux de résistance qui tentent de préparer la véritable arrivée des Alliés en Provence. Abel Franz Attaroff avait 13 ans pendant l'été 1944 et Pierre Lucas en avait 3 de plus. Tous les deux, ils étaient déjà dans les rangs de la résistance et ils se souviennent d'une existence dominée par la crainte et la peur, soumise au silence et au secret pour ne pas se faire arrêter. Alors, mes premières missions, c'était de transporter et de distribuer des journaux clandestins. Et je cachais même dans la journée, parfois, pour les transporter, les journaux clandestins dans les journaux officiels de Vichy. Et sur mon vélo. C'était des feuilles de chou, hein, c'était un petit cahier d'écolier recto verso. Mais vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça faisait sur la population. On ne peut pas l'imaginer, l'effet produit. À partir du moment où j'ai commencé à, disons, faire plus d'actes de résistance, c'est-à-dire porter des tracts, au début je le faisais avec un amusement. Une fois on était en Doum, ma mère me dit « Regarde, je reste là, prends ce petit paquet, tu vas à tel numéro, tu toques à la porte, tu attends qu'on ouvre, s'il n'y a personne, tu reviens, s'il y a quelqu'un, tu donnes le paquet et tu reviens vite. » Ça s'est passé comme ça. Je toque à la porte, et apparaît un visage jeune, je donne mon paquet et je repars en courant rejoindre ma mère qui s'était cachée derrière le mur d'un enfoncement de porte. Ensuite, j'ai eu des missions de renseignement, c'est-à-dire on me désignait quelqu'un, il fallait que je le suive pour savoir si c'était un collaborateur ou pas. Et je me souviens d'avoir suivi un homme qu'on m'avait désigné. La première piste m'avait mené à l'achat de poissons, ce qui n'était pas glorieux pour moi. Mais la deuxième piste m'a amené à voir cet homme entrer à la commandanture du boulevard Perrier et ensuite aller à la Gestapo 425 de la rue Paradis. Alors mon chef m'a dit son compte est bon. C'est la première fois où j'ai compris qu'il allait être liquidé. Donc on prend le tram et j'entends maman qui me dit « Recule, recule, reste, ne t'assois pas ». Alors je la regarde et elle me dit « Il y a 2 policiers devant nous ». En effet, ils marchaient par 2, les policiers en général. Et à l'époque, le tramway sur la corniche, il ne marchait pas assez vite, pas très vite. Alors on a eu le temps de descendre l'arrière. Alors là, je dois vous dire que j'en ai encore les frissons dans le dos. Il m'a pris un froid à la colonne vertébrale, j'avais l'impression qu'on me labourait. Et on s'est caché, on s'est engouffré dans les rues. J'avais une particularité, je n'avais pas peur pendant ma mission, mais j'avais toujours peur après. Je tremblais parfois comme une feuille morte. Et mon chef, au bout d'une année, m'a dit « Est-ce que tu as encore peur ?» J'ai dit « Oui ». Mais au fond de moi-même, j'avais un peu honte de lui dire oui. Et il m'a dit « Mais c'est très bien, parce que le jour où tu n'auras plus peur, tu seras en danger. » Et effectivement, il fallait être extrêmement prudent. Mais on finissait par prendre des habitudes. Par exemple, si je circulais le long d'un trottoir, j'étais jamais en bordure de la route ou de la rue, toujours du côté des bâtiments et en sens inverse des véhicules pour voir si un véhicule vous arrivait dessus ou pas. Enfin, on avait une sorte d'éducation
un entraînement sur le tas en quelque sorte.